Je vais donc vous présenter la synthèse de cette étude, puisque elle comporte de nombreuses questions, et on va plutôt s'atteler aujourd'hui. Enfin, je vais m'atteler aujourd'hui à vous présenter les principaux enseignements. D'après ce que j'ai compris, en plus des aspects socio-économiques ont déjà été abordés dans les conférences précédentes. Donc, simplement une cartographie rapide. D'après, donc, on a interrogé plus de 2000 personnes qui sont accompagnées par nos associations partenaires. Et donc ces personnes, ces répondants, étaient accompagnés eux-mêmes d'un bénévole de l'association pour les aider, les guider, parfois effectivement les convaincre aussi de répondre, parce que c'est pas toujours facile pour les personnes quand ils viennent dans des associations d'avoir l'état d'esprit pour pouvoir, et de prendre le temps pour pouvoir répondre à ce genre d'études. Donc le profil, c'est quelqu'un qui est âgé de 47 ans en moyenne. On a vu sur la précédente étude que c'était plutôt 45 ans. Donc bon, voilà, c'est majorité d'entre eux sont des femmes. Ça, c'est une tendance qu'on retrouve dans d'autres études, mais ça corrobore quand même donc, ce qu'on peut voir par ailleurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que 61% de ces personnes ont au moins un enfant. Ce qui veut dire qu'on a, nous, l'obligation, quand on propose des actions d'accompagnement, d'avoir cette donnée en tête, notamment au travers des ateliers cuisine, mais pas uniquement. C'est aussi d'aller, quand on va chercher des approvisionnements auprès de donateurs, de savoir qu'il faut qu'on aille chercher des produits qui correspondent évidemment au profil des personnes qui viennent chez nous, mais qui correspondent aussi à leur format familial. Et puis, on le sait, 88% des personnes n'ont pas fait d'études supérieures. Ce qui est le plus étonnant, en tout cas de notre point de vue, c'est que 84% ont un logement stable. Pourquoi ? Parce que les banques alimentaires, elles ont été créées à un moment donné, il y avait une urgence sociale, il y a 35 ans, et c'était vraiment pour traiter de la grande urgence, de la grande précarité. Donc c'était des gens qui étaient en majorité à la rue. Et on voit, depuis évidemment ces 30 dernières années, la précarité changer de visage, des gens qui sont inclus. On le verra ensuite, ce sont des gens qui ont un emploi, en tout cas pour ceux qui ont répondu chez nous, parfois un CDI, qui malheureusement, on le sait, ne protège plus de la précarité, loin s'en faut, surtout quand ce sont des CDI précaires ou à temps très partiel. Et puis on a 83% donc non sont inactifs. Je ne comprends pas la phrase, je pense qu'il y a un petit problème dans la slide. Sur les ressources financières limitées, j'y reviendrai plus loin. Mais on a fait une estimation et on est à 821 € par mois en moyenne. Donc des grandes difficultés effectivement pour pourvoir à tous les besoins primaires. 48% des bénéficiaires, et ça c'est extrêmement important, en tout cas de notre point de vue, parce que ça combat aussi des idées reçues sur l'assistanat de l'aide alimentaire. On le voit chez les personnes interrogées, elles viennent à l'aide alimentaire depuis moins d'1 an. Donc on n'a pas vocation, nous, à accompagner les gens au long cours, on a vocation à les accompagner à un moment où ils ont besoin de nous, et puis on l'espère qu'ils puissent reprendre le cours de leur vie d'une manière différente, simplement avec un accompagnement qui leur permet justement de passer cette marche un peu difficile. Et puis 52% des bénéficiaires qui ont recours à l'aide alimentaire depuis 1 an et plus, parce qu'on voit aussi une nouvelle population, entre guillemets, arriver, qui sont les seniors. Et on sait bien que quelqu'un qui vient à l'âge de la retraite, à l'aide alimentaire, il y a peu de chances que les choses s'améliorent, et donc on va l'accompagner, les associations vont l'accompagner un peu plus longtemps, évidemment. Et puis, ça j'y reviendrai sur les fruits et légumes, parce que c'est quand même le sujet central de l'alimentation et santé. Un état de santé qui se détériore également, Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, Monsieur Nero aussi, 41% des bénéficiaires ont le sentiment de ne pas se sentir en bonne santé, je vous en dirai un peu plus. Et puis, évidemment, et ça, je veux dire, ça réaffirme notre positionnement et l'action de nos bénévoles, c'est qu'il y a un besoin d'accompagnement affirmé, puisque une grande majorité considère que l'aide alimentaire est une action d'accompagnement et dont ils ont besoin. C'est aussi un outil de sensibilisation à l'alimentation équilibrée. Et puis, je vous parlerai un peu plus précisément des bénéfices qui sont perçus de l'aide alimentaire, puisque 76% des bénéficiaires déclarent que l'aide alimentaire leur permet d'avoir une alimentation équilibrée. Apparemment, une étude du CREDOC inverserait un peu cette tendance. Je pense que c'est surtout que
le discours qui est porté par les bénévoles dans les associations fait qu'effectivement, il y a une demande sur un certain nombre de produits, comme les fruits et légumes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus consommés, malheureusement. J'y reviendrai. Sur les ressources des bénéficiaires, on voit qu'il y a une légère augmentation, je prends légère vraiment entre guillemets, du montant des ressources, mais avec des dépenses qui sont toujours conséquentes. Le loyer arrivant, effectivement, je suis allée peut-être un petit peu vite, pardon, non c'est ça, avec des ressources limitées, pardon, avec un revenu mensuel du foyer qui est à 821 € en moyenne, ce qui ne permet évidemment pas de faire face aux dépenses contraintes, on le sait tous, et puis même si ça a légèrement augmenté par rapport à 2016, je prends vraiment ces chiffres avec beaucoup de précaution. Sachant que l'estimation est de 984 € pour les actifs ayant un emploi et de 865 € pour les retraités. Donc ça fait le lien avec ce que je vous disais précédemment. Sur le logement, donc on le sait bien, hein, ça, d'autres études le corroborent également, c'est le poste qui pèse le plus dans les dépenses des foyers. On voit très vite derrière les factures d'eau et d'énergie. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit dans les études que l'on mène donc tous les 2 ans. C'est que les factures d'énergie, aujourd'hui, ou de télécommunications, Internet, etc., pèsent de plus en plus lourd. Pourquoi ? Parce que on doit y avoir accès de toute façon pour faire tous ces dossiers, c'est administratif, pour avoir accès aux offres d'emploi, pour pouvoir envoyer un CV, etc. Si on n'a pas Internet aujourd'hui, si on n'a pas un téléphone, un minimum un téléphone portable, c'est extrêmement compliqué, voire ça vous exclut de ce type de recherche. Donc c'est absolument obligatoire. Et l'alimentation arrive toujours en 3e position. Elle était en 2e lors de la dernière étude, avec 12%. Du poids que cela pèse sur les dépenses. Sur l'état de santé des bénéficiaires, une partie des bénéficiaires ne se sent pas en bonne santé. Alors on dit ça et en même temps 59% ont le sentiment d'être en bonne santé. Mais vous allez voir après qu'ils sont en bonne santé, mais ils ont tous au moins une pathologie qu'ils ont recensée. Et puis, évidemment, 41% n'a pas le sentiment d'être en bonne santé. Et ça augmente, plus l'âge augmente. C'est ce que vous disiez, Monsieur Nero, tout à l'heure, c'est que 51% des répondants considèrent qu'ils ont besoin d'être accompagnés entre 51 et 70 ans. Sur les problèmes de santé qui sont déclarés par les personnes qui ont répondu, ce sont les maux de dos, les problèmes de vue, les problèmes dentaires, tous ces problèmes qui ne sont pas forcément pris en charge, on le sait bien. On a aujourd'hui des banques alimentaires qui mettent en place des initiatives, notamment sur, j'ai en tête la banque alimentaire de Lille par exemple, qui a la chance d'avoir un ophtalmo qui leur a donné du matériel et qui vient faire des diagnostics, pré-diagnostics auprès de personnes, des associations, bénéficiaires des associations partenaires de l'ABA, gratuites. Et ces consultations permettent de faire un pré-diagnostic et après d'accompagner, que l'association puisse accompagner dans un centre de soins. Voilà, sur les autres maladies, on voit quand même que le diabète, les maladies cardiovasculaires, ça a aussi un lien avec l'obésité ou le surpoids qu'on peut rencontrer parfois aussi chez les populations les plus précaires. Sur la sensibilisation à l'importance d'avoir une alimentation équilibrée. Alors, un chiffre qui satisfait quand même en tout cas nos bénévoles, c'est que leur discours porte. On fait des formations à la nutrition auprès des bénévoles des banques alimentaires, mais aussi de nos associations partenaires. Alors ça ne devient pas des nutritionnistes ou des diététiciens pour autant, mais pour autant ça participe aussi à combattre des idées reçues qu'on peut avoir et de passer les bons messages. Et donc 53% des personnes qui ont été interrogées disent qu'ils sont plus sensibilisés à l'importance d'avoir une alimentation équilibrée. Ça ne veut pas dire que forcément ils y arrivent toujours, malheureusement, et que c'est grâce au conseil des bénévoles. Donc ça, c'est, je dirais, assez intéressant. Et puis, c'est grâce aussi, alors ça vient vraiment très bas ensuite à 8%, mais c'est grâce aux dépliants, aux affiches qu'on peut trouver dans les associations. Et ça corrobore aussi toutes les actions qu'on mène. Notamment, on a participé aux travaux du Grand Forum des Tout-Petits sur la diversification alimentaire, sur l'importance d'une assiette équilibrée, sur l'estime de soi, etc., qu'on met à disposition des bénévoles dans nos associations.
et à disposition des personnes. Et c'est une manière de passer des messages sans être trop intrusif. Voilà, j'attends pendant que, effectivement, avant de rencontrer mon bénévole référent, on me donne quelques papiers à lire ou une petite vidéo. Et on voit que, en tout cas, le dialogue se crée avec le bénévole ensuite sur ce sujet. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et c'est là, quand je parle de porte d'inclusion, de levier d'inclusion, ça veut dire que nos bénévoles, après, peuvent susciter un dialogue sur un certain nombre de sujets, notamment, évidemment, l'équilibre alimentaire. Sur les bénéfices perçus de l'aide alimentaire, là aussi, ça combat parfois des idées reçues. Les personnes qui ont répondu considèrent que les bénéfices de l'aide alimentaire, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Donc ça participe aussi au fait que plus nous, on va avoir des discours d'accompagnement et qui ne sont pas évidemment des discours culpabilisants, plus on va avoir des produits à leur proposer, des fruits, des légumes, ou des produits ou des actions, comme les ateliers cuisine pour justement apprendre à cuisiner ces fruits et ces légumes, plus j'espère on pourra les accompagner et transformer cette perception en réalité. Et puis que l'aide alimentaire leur permette de se sentir en meilleure santé, ça, je dirais que ça devrait effectivement, sinon réjouir, en tout cas être un élément extrêmement positif. Ça veut dire qu'on leur distribue une aide alimentaire équilibrée, diversifiée, de qualité, et qui leur permette d'avoir le sentiment d'être en meilleure santé. Sur les fruits et les produits consommés maintenant, on les a interrogés sur quels étaient les produits qu'ils privilégieraient à l'aide alimentaire, et puis pour eux, à quel niveau ils quantifient l'économie que leur permette l'aide alimentaire en moyenne par mois. Je vous le disais tout à l'heure en propos liminaire, les fruits et les légumes sont de plus en plus demandés. Alors, on en a de plus en plus, nous, de la part de nos donateurs. Je pense qu'il y a effectivement probablement les discours qu'on peut entendre, l'accompagnement des bénévoles. Pour autant, même s'ils sont demandés d'abord, on n'en a pas toujours en quantité suffisante, qu'on soit... selon que la banque alimentaire soit sur un territoire où il y a beaucoup de producteurs ou des plateformes de la grande distribution qui nous donnent des fruits et des légumes, ou si on est sur un territoire où il y en a un peu moins, on ne répond pas forcément toujours à cette demande. Donc on est en train de mettre des outils pour qu'on puisse partager encore mieux les denrées sur tout le territoire, de manière à ce que les bénéficiaires qui soient n'importe où en métropole puissent avoir accès à ces produits. Viennent ensuite la viande et le poisson, puis les féculents, les pâtes et le riz. Je pense aussi évidemment que les fruits et légumes et puis les protéines viennent en premier parce que ce sont des produits qui coûtent cher. On le voit. Le prix constitue la principale raison de ces choix. Évidemment, ce sont des produits auxquels les personnes n'ont pas forcément accès, n'ont pas forcément les moyens d'acheter. Et donc, c'est cher dans le commerce à 60%. Voilà, et puis après, c'est meilleur pour la santé, c'est facile à conserver, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir qu'on leur permet d'avoir accès à des produits qu'ils ne peuvent pas acheter en fonction de leurs moyens, et donc de pouvoir leur apporter ce soutien au travers de l'aide alimentaire. En moyenne, les personnes que nous avons interrogées, et ça, il y a une petite augmentation par rapport à la dernière étude aussi, disent qu'ils déclarent économiser près de 100 € par mois grâce à l'aide alimentaire. Donc là aussi, ça corrobore, en tout cas, l'idée que l'aide alimentaire n'est pas de l'assistanat du tout. Vous pensez bien qu'avec 100 € par mois, les gens ne peuvent pas se nourrir exclusivement à l'aide alimentaire. C'est un soutien, c'est un accompagnement, c'est une porte d'entrée, encore une fois, mais ce n'est pas la totalité de ce qui va être consommé par les personnes. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'ils vont trouver un soutien dans d'autres associations, sous d'autres formes, et qu'on est là simplement pour pouvoir faire face à une petite partie des dépenses contraintes, mais pas à la totalité. Le dernier point qui est extrêmement important aussi, c'est évidemment le rapport à l'aide alimentaire qu'ont les personnes qu'on accompagne et ce besoin d'être accompagnées. Si l'aide alimentaire, elle est perçue évidemment, puisque ce sont des personnes qui ont répondu dans des associations
qui font de l'aide alimentaire, mais pas uniquement, hein. Je vous rappelle qu'on a 50% de nos associations qui sont indépendantes et qui ne font pas que de l'aide alimentaire. Il y a aussi un besoin d'accompagnement. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire, et ça répond un peu à ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, l'aide alimentaire n'est pas une réponse. On est multidisciplinaire. Je pense qu'il y a une réponse plurielle à la lutte contre la précarité. On ne prétend pas détenir la solution de la lutte contre la précarité et que toutes les associations qui aujourd'hui sont mobilisées pour lutter contre cette précarité, qu'elles soient dans le logement, qu'elles soient dans la santé, qu'elles soient dans l'aide alimentaire, voilà, il vaut mieux qu'on mette tous nos énergies en commun plutôt que, en tout cas moi j'en suis convaincue, qu'on défende absolument notre modèle. C'est pas le propos. Le propos, c'est les 2 millions de personnes que les banques alimentaires accompagnent tous les ans. Et ça, c'est une preuve de la force, je dirais, de cet outil qui n'est qu'un outil, mais qui doit être accompagné et soutenu par d'autres associations dans d'autres domaines. Plus d'un bénéficiaire sur 2, je l'ai déjà dit tout à l'heure, considère l'aide alimentaire comme une aide essentielle. Donc c'est 53% dont il ne pourrait pas se passer. Ça, on ne peut pas s'en réjouir, hein. Ça veut dire qu'on est absolument une aide absolument indispensable pour les personnes qui viennent dans les associations. Et puis, là, je dirais un coup de pouce utile. Ça corrobore aussi la slide d'avant sur les 100 € dans les moments difficiles pour 47% des personnes qui ont répondu. Ça, je dirais que ça, on est tous convaincus quand même du formidable travail que nous faisons au quotidien dans cette salle sur les sujets qui nous occupent. Pour autant, j'entends encore souvent beaucoup d'idées reçues sur les personnes précaires, sur le fait qu'elles pourraient profiter d'un système qu'on ne sait pas qui c'est, qu'ils vont par hasard dans les associations, etc. Et on voit là que c'est exactement l'inverse, puisque 2/3 des bénéficiaires sont suivis par une assistante sociale. Donc on peut quand même se dire que ces gens qui sont en tout cas identifiés, accompagnés, dirigés vers une association, encore une fois, ne sont pas des nomades, ne sont pas des profiteurs. Et c'est vrai qu'on prend très peu la parole, en tout cas les banques alimentaires, sur le sujet de la lutte contre la précarité, parce qu'on ne distribue pas directement aux bénéficiaires. Mais parfois, ça hérisse un peu le poil quand on entend encore, ou qu'on lit dans les médias, ou sur nos réseaux sociaux. De temps en temps, on a aussi, au moment de la collecte nationale, des messages peu sympathiques de gens qui considèrent que en fait, les associations ne font que de l'assistanat auprès de ces personnes. C'est faux. Et ce chiffre le démontre. Les services sociaux le font peut-être pas encore assez bien. Je ne suis pas là pour juger. En tout cas, on fait tous d'une manière, je dirais, complémentaire, une action pour aider les personnes précaires. Et en tout cas, personne ne profite de ce système et personne n'en joue absolument. Et ça, j'en suis convaincue. Et puis sur le besoin d'accompagnement, ça c'est extrêmement intéressant pour nous parce que, je vous le disais tout à l'heure, l'aide alimentaire c'est une porte qu'on ouvre sur un dialogue avec des personnes qui viennent dans les associations. Et ce dialogue, il doit porter sur autre chose que je vous donne un colis, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque nous on défend vraiment l'idée de la distribution inclusive, où les gens choisissent dans l'association. C'est pas la réalité. Je veux dire, après, il y a des associations de terrain qui ont des tout petits locaux, des bénévoles qui sont très motivés pour faire de la distribution alimentaire, mais qui n'ont pas les moyens de le faire autrement. Moi, je vais pas les stigmatiser pour autant. Cependant, les banques alimentaires défendent vraiment l'idée d'une aide alimentaire plus active, inclusive pour les personnes évidemment, et avec un conseil ou un accompagnement. Dans ce contexte, ce que je trouve assez formidable quand même, c'est que les personnes qui ont été interrogées restent assez optimistes pour leur avenir. Bon, voilà, on peut aussi, je dirais, pas s'en réjouir, mais se dire que cet accompagnement par les bénévoles ou par les associations leur donne en tout cas un peu d'allant et leur permettent de voir un peu plus sereinement leur avenir, en tout cas à court terme et au moment où on les aide, et puis j'espère à plus long terme. Et il y a d'autres associations qui sont là pour les accompagner. Sur les activités qui sont organisées par nos associations partenaires, en fait on voit que le plus important, c'est quand même les rencontres, le lien social, le fait de pouvoir partager. Ça arrive à 68%, je crois.
Et je trouve qu'on a en tout cas remporté notre pari si c'est le cas. C'est pas de venir dans l'association, de rencontrer son bénévole ou son référent et puis de repartir. Si on arrive à les garder un peu, prendre un café, échanger avec d'autres personnes, et puis on le verra, c'est aussi au travers d'activités qu'on peut leur proposer. L'aide apportée, les conseils donnés, et puis l'apprentissage, la découverte de nouvelles choses arrive aussi en troisième position, je crois. Sur l'aide aux démarches administratives, on sait en France que le recours au droit reste un sujet, et donc il y a de plus en plus d'associations qui accompagnent, partenaires de notre réseau, qui accompagnent les personnes dans leurs démarches administratives pour qu'elles aient accès à tous les droits auxquels elles peuvent prétendre. Nous, on a évidemment posé des questions après plus précises sur les activités qui sont promues, entre guillemets, par les banques alimentaires, qui sont les ateliers cuisine et le fait de sortir. Les ateliers cuisine, on a été un des premiers réseaux. C'est pas du tout pour se prévaloir d'être le premier sur ce sujet, mais parce qu'on est convaincu qu'effectivement, l'alimentation, la cuisine, le repas partagé, les recettes, autour d'une cuisinette mobile, autour d'une cuisine, autour de la préparation d'un plat, fait qu'on échange plus facilement que même en situation de grande fragilité. Et on l'a vu, j'ai le souvenir d'un témoignage d'une personne qui est assise à un atelier cuisine à Bordeaux. On avait fait un film pour nos 30 ans, et elle dit « Depuis que je suis là, je suis transformée, c'est génial ». Voilà, et elle venait cuisiner des produits de l'aide alimentaire, parce que c'est aussi le deuxième aspect des ateliers cuisine, c'est de partager un moment, mais c'est aussi d'apprendre ou de réapprendre ou de s'approprier des produits que les associations d'aide alimentaire vont leur donner et qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de cuisiner ou de consommer, de faire des ateliers à petit budget, de faire des ateliers lutte contre le gaspillage alimentaire, de trouver des thématiques qui peuvent intéresser les personnes et d'arriver au travers de ces ateliers à passer un certain nombre de messages, notamment nutritionnels et sur la santé évidemment. Voilà, je ne vais pas être plus longue, je suis à votre disposition si vous avez des questions. C'est une synthèse, hein, donc je suis peut-être passée assez vite, mais je suis prête à répondre si vous avez des questions. Je suis très contente en tout cas de partager cette étude avec vous. Elle est en tout cas un soutien pour nos équipes de bénévoles. On a 6000 permanents qui tous les jours se lèvent, certains très tôt, pour aller dans les hypermarchés, supermarchés, chercher des denrées alimentaires qui seront ensuite distribuées aux associations partenaires. Et donc je me fais un peu leur porte-parole aujourd'hui, et un grand merci pour eux parce que je les représente, et merci pour votre écoute. Le mien, sinon Jean-Pierre. Peut-être il faudra pour la salle, pardon. Ah oui, il y en a dans la salle, bon, parfait, donc c'est bon. Donc simplement, y a-t-il déjà des questions dans la salle ? Je vois une première question. On garde 5 minutes pour le temps, enfin je dis hein, qu'on soit assez rapide pour tout le monde pour les questions, donc vas-y. Merci beaucoup. Je voulais vous demander, quand vous parlez de foyer, il y a combien de personnes ? Alors en général, quand on dit foyer, c'est 2 adultes, un enfant chez nous, sachant que dans les personnes qui ont répondu là, dans cette étude, et c'est tout le biais aussi des études qui sont faites sur le terrain, on a une majorité d'hommes qui ont répondu et qui n'ont pas toujours répondu à cette question de composition de votre foyer. Quand c'est les femmes, elles ont toujours répondu sur la composition du foyer, et évidemment avec un enfant. Mais en général, c'est 2 personnes et le plus souvent un enfant, comme on l'a vu. Non, c'est les 1 000 € qui me choquaient. Oui, non, mais alors, c'est quelque chose qui est du déclaratif, hein. C'est vrai que je pense que ce sont des tendances qu'il faut qu'on arrive à mettre en relation avec toutes les études qui sont faites sur ce sujet. Nous, on n'a pas vocation à dire c'est 1 000 € et point final, hein. C'est une photographie des personnes qui ont répondu à notre questionnaire. Oui, les fruits et légumes semblent être sont un problème d'approvisionnement pour les épiceries, enfin pour les banques alimentaires. Apparemment, vous pensez surtout, enfin j'ai l'impression qu'on pense surtout à des produits frais. On n'a pas le réflexe de penser conserve. Alors nous, on l'a.
Ah, vous l'avez. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tous les ans, fin novembre, on fait une grande collecte nationale dans les supermarchés et hypermarchés. Je ne sais pas si vous pouvez échapper au gilet orange cette fois-ci, puisqu'on a 120 000 bénévoles qui se déploient sur tout le territoire. Bon, très bien. Et qui demandent en priorité des conserves de fruits, de légumes, de Très poissons. Très bien. Et c'est justement un moyen dans ces ateliers cuisine de promouvoir l'utilisation de produits en conserve quand on n'a pas des produits frais à cuisiner. Oui, je pensais légumes en conserve qui ont un préjugé négatif malgré le fait que la quantité de vitamines est quand même pas tellement différente d'un produit frais qui a séjourné sur des étals de marché ou dans des magasins. Alors on de le fait, stockage. mais juste Jean-Pierre, on a aussi un projet associatif qui est particulier, c'est qu'on n'achète aucune denrée alimentaire. On ne donne aux associations que ce que l'on nous donne. Ben oui, C'est pour ça que la collecte nationale nous permet justement d'avoir ce fond de placard, entre guillemets, avec des conserves, notamment, parce qu'il n'y a pas que des conserves, mais qui nous permettent de pouvoir répondre à cette demande des associations et des personnes. Très bien. Bien. Juste simplement, je pense qu'on va pas rester, on pourra reposer des questions après. Moi, j'ai eu la chance d'avoir les slides avant tout le monde et de pouvoir les regarder. Je dirais que ce qui m'a surpris en tant que sociologue et ce qu'il faudra avoir en tête pour la suite du développement, c'est quand même par rapport, alors je suis tout à fait d'accord avec vous, par rapport aux personnes que vous avez interrogées. Alors, je veux dire que cette enquête, elle a un mérite, c'est que c'est une enquête comparative. Donc il faut la prendre pour une enquête comparative, parce que c'est pratiquement la même chose. Donc ce qui est intéressant, c'est les plus et les moins par rapport à ça. Alors après, que les fruits et légumes arrivent, ou la santé, etc., ça dépend, c'est des aléas de composition de l'échantillon. Mais ce qu'il faut retenir, ce qui moi m'a surpris, et je le dis juste comme ça, et on ne le développe pas, parce qu'on va tout de suite passer à la table ronde, on peut se mettre en position. Ce qu'on peut retenir, c'est que... le nombre de personnes qui sont propriétaires ou locataires, ça, moi, ça a été quelque chose qui m'a vraiment surpris et qui fait que les dépenses avec... Encore une fois, on ne juge pas, on est sociologue, hein, mais avec toutes les contraintes qui vont arriver sur des vieilles caisses pourries et un certain nombre de choses comme ça, on voit comment des dépenses contraintes nécessaires au minimum d'intégration par rapport au travail vont faire que d'un seul coup, le fait, parce qu'on sait... Si on est propriétaire à 40 km de l'endroit où on travaille, évidemment, c'est quelque chose qui va arriver comme ça. Et qu'on a aussi, on y reviendra par la suite, c'est une des choses que je retiens de l'enquête, des familles monoparentales avec des solitudes. Donc solitude, famille monoparentale, ce qui posera, on ne va pas le développer tout de suite, le problème du temps de travail. Mais je crois qu'il y a déjà des internautes qui nous ont posé des questions. Donc, Oui, alors il y a 3 petites questions. Alors, qui sont vos principaux donateurs ? Quels sont les autres lieux d'approvisionnement des bénéficiaires ? Et une autre personne qui demande si vous pouvez préciser les aides complémentaires que vous offrez ainsi que l'aide conseil lors de la distribution. Alors sur les donateurs, la grande distribution évidemment, avec toute la mesure et la réserve que je mettrai parfois sur la qualité du don qui nous est fait. Pour autant aujourd'hui, 48% des denrées que l'on récupère viennent de la grande distribution. Et ce sont des produits qui sont consommables, qu'on distribue dans les dates. Ça, je le redis aussi parce que parfois on entend des choses un peu contradictoires sur le sujet. On est redevable et on suit les règles d'hygiène et de sécurité des aliments au même titre que les industriels, par exemple, ou que les commerçants. Donc on récupère des produits de très bonne qualité, des produits frais en grande majorité de la part de la grande distribution, et après de la part des industriels ou des producteurs agricoles qui se voient refuser leurs produits parce qu'ils ne sont pas calibrés, pas de la bonne couleur, trop vert, trop jaune, etc. Et donc c'est la grosse, je dirais, le gros volume de nos donateurs. Et puis après on a les citoyens qui, au moment de la collecte nationale dont je parlais tout à l'heure, donnent très généreusement l'équivalent de 22 millions de produits secs qui sont utilisés par les associations. Et là, vous allez retrouver du café, du thé, de l'huile, beaucoup de conserves,
puisque c'est ce qu'on demande en priorité. Et donc, et puis en parallèle de ça, on a le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Donc ça, c'est des aides européennes auxquelles l'État français abonde. Et puis un crédit national pour les épiceries sociales qui est vraiment destiné à ce mode de distribution. Voilà. Alors la deuxième question. Non mais j'avais compris. Les aides complémentaires. Ah, pardon. Pourriez-vous préciser les aides complémentaires que vous offrez ainsi que l'aide conseil lors de la distribution? Alors ça, je ne suis pas très bien placée pour répondre à la place de nos associations partenaires. On a développé, nous, des outils. Par exemple, on vient de faire des fiches thématiques sur les fruits et les légumes, la consommation de produits laitiers, l'incitation à la pratique sportive, qui sont des fiches reliées par un anneau et qui sont distribuées à 1000 exemplaires à nos associations, qui permettent de pouvoir passer des messages auprès des bénéficiaires. Mais ce sont les associations partenaires, après, on fait des recommandations, on accompagne les ateliers cuisine qui font ce travail avec leurs bénévoles ou leurs salariés et qui mettent en place des actions d'accompagnement.